Oui, bonjour, merci beaucoup Olivia Grégoire d'être notre invitée politique ce matin. On est ravis de vous retrouver sur ces plateaux après votre congé maternité, qui n'est pas un secret. On va d'ailleurs en parler dans quelques instants. Vous êtes secrétaire d'État chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Stéphane Vernet. Bonjour, bonjour. De Ouest France. On commence bien évidemment, Olivia Grégoire, par l'Ukraine, puisque Vladimir Poutine a donc pris la parole hier à la télévision. Il reconnaît l'indépendance des séparatistes pro-russes. Il ordonne à l'armée russe de rentrer dans ses territoires. Est-ce que quelque part cette décision de Vladimir Poutine, c'est l'échec d'Emmanuel Macron ? Je crois qu'il faut, et je sais que vous le faites souvent de bon matin ici, raisonner à la hauteur du sujet. Emmanuel Macron a fait tout ce qu'il pouvait et continuera à le faire d'ailleurs dans les prochains jours et depuis des semaines, des mois, pour maintenir la paix, encore plus depuis que la France préside l'Union européenne. Il n'a pas ménagé ses efforts, il ne les ménagera pas. On a aujourd'hui besoin de saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a réagi tardivement hier soir par le truchement d'un communiqué de presse. L'enjeu est bien plus important, et je sais, Oriane, que vous comprendrez ma réponse, que de savoir si c'est une victoire ou un échec d'Emmanuel Macron. Je ne doute pas que toute la journée sur les plateaux télé vont défiler les oppositions sur cet angle d'un échec du président de la République. De grâce, laissons le sujet à la hauteur. Est-ce qu'il ne s'est pas quand même un peu illusionné sur la volonté de Vladimir Poutine de négocier ? Je ne crois pas du tout. Le président de la République est un homme lucide, il ne s'illusionne pas. Il a fait tout ce qu'il était dans son pouvoir de faire. Il n'a pas dit son dernier mot, il va continuer. Il porte aujourd'hui, et c'est souvent de l'extérieur de la France qu'on en parle le mieux, il porte aujourd'hui la voix de l'Europe et pas uniquement de la France, tout le monde l'a compris. Et c'est au nom de la présidence française de l'Union européenne qu'il est en première ligne, à la pointe de l'épée, pour préserver la paix en Europe. Il s'agit rien de moins quand même que ça. Je pense qu'on est tous les trois inquiets et je pense sincèrement, en tout cas je ne sais pas pour vous, mais moi, indépendamment de ma petite fille, qu'on a tous mal dormi. On a mal dormi parce que ce qui se passe est très inquiétant et on n'est pas dans des considérations bassement électoralistes sur ces enjeux-là. Dans un communiqué diffusé hier, le chef de l'État a évoqué les sanctions européennes ciblées. Il a parlé d'individus et d'entités. Est-ce que ces sanctions peuvent aller jusqu'à Vladimir Poutine lui-même, par exemple ? Alors, vous me connaissez, j'ai pas ma langue dans ma poche, je n'irai pas plus loin que ce que je viens de vous dire. Pourquoi ? Parce que je suis en charge de l'économie sociale, solidaire et responsable à Bercy, que je ne suis pas, ça n'a échappé à personne, ni ministre des Affaires étrangères, ni encore moins à l'Élysée. Par conséquent, je ne m'aventurerai pas sur le type de sanctions, par prudence et par respect aussi des négociations diplomatiques. On en saura plus dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un risque si la Russie coupe le robinet de gaz ? Est-ce que finalement les Européens ne vont pas se retrouver perdants ? Les risques sont nombreux et c'est pas pour rien que le président de la République a réagi depuis des mois et a agi, au-delà de réagir, pour éviter la situation belliqueuse et la guerre. Et vous pensez qu'au-delà des mots, il pourrait y avoir... Est-ce que vous pensez qu'au-delà des mots, il pourra vraiment y avoir des actes ? Est-ce que l'Union européenne n'est pas finalement impuissante ? Non, l'Union européenne, vous savez, et merci d'en parler, l'Union européenne, elle est puissante, elle est capable, si tant est qu'elle soit unie. Et aujourd'hui, elle est unie derrière celui qui porte, non pas la voix de la France, mais la voix de l'Union européenne, c'est Emmanuel Macron. Ce qui me frappe accessoirement, c'est qu'on parle souvent de la faiblesse de l'Europe. Et vous savez, je le dis sur le ton de la blague, mais en vrai, ça me fait pas rire du tout. Depuis que je suis revenu, j'essaye de dire ce que je fais, par exemple, en matière, et je sais que ce matin, on le pourra, d'économie sociale en Europe ou de responsabilisation du capitalisme en Europe. À chaque fois que mes collaborateurs de cabinet parlent présidence française de l'Union européenne, les programmateurs des plateaux nous disent « Ah non, Madame Grégoire, pas la PFUE, parce que par contre, on va parler de la campagne, par contre, on va parler de telle polémique, par contre, on va parler... » On ne peut pas être européen les années bissextiles, voyez-vous. Moi, je suis européenne tous les jours. Ça fait plusieurs mois, et ça va continuer, qu'on dirige la présidence française de l'Union européenne. C'est pas tous les ans que ça se passe. Merci de me permettre de pouvoir parler de comment on promeut des politiques économiques en Europe en ce moment même. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, d'un côté, s'émouvoir de la faiblesse de l'Europe et d'un autre côté, ne jamais en parler aux Français et à ceux qui la font vivre. Donc, est-ce qu'il faut qu'il y ait, puisqu'on est sur une chaîne parlementaire, est-ce qu'il faut qu'il y ait un débat au Parlement sur ce sujet ? Moi, je viens du Parlement, donc je suis, en règle générale, a priori, toujours favorable au débat. Point 1. Point 2, je rappelle que dans le domaine diplomatique, et
notamment le chef des armées, c'est le président de la République, c'est le domaine de l'exécutif. Et donc je comprendrais aussi qu'en fonction de la gravité et de l'ampleur de la situation, des mesures doivent être prises, concomitamment peut-être à un débat, mais le temps du débat peut aussi ralentir le temps de la diplomatie. Donc ça doit être le fruit d'un équilibre et je pense pas forcément là, parce que par exemple, aujourd'hui et demain, il y a un débat sur la politique française au Sahel, qui là aussi est la prérogative d'Emmanuel Macron. Est-ce que de la même manière, il doit y avoir un débat sur ce qu'on doit faire dans cette guerre entre la Russie et l'Ukraine ? Je vous le redis, je suis a priori favorable au débat parlementaire. Il ne faut pas non plus que le temps du débat, et là la situation est chaude pour ne pas dire brûlante, entrave le temps de la diplomatie. Alors la situation est chaude pour ne pas dire brûlante, je reprends vos mots. Ça fait des jours et des semaines qu'Emmanuel Macron laisse planer le doute sur sa candidature en raison de la crise. Là, on est au plus fort de cette crise. Est-ce que, du coup, comment est-ce qu'il peut entrer en campagne dans de bonnes conditions maintenant ou dans les jours qui viennent ? Je ne sais pas ce que veut dire entrer en campagne dans de bonnes conditions. Officialiser sa candidature, tout simplement. Je pense que c'est un homme, le président de la République, et c'est aussi pour ça que je suis derrière lui, qui a le sens des priorités. Je me questionnais avant de venir ce matin en me disant, imaginez 2 secondes que depuis 3, 4 jours, 5 jours, Emmanuel Macron soit candidat, et soit dans des meetings sur les territoires, soit... Les circonstances lui donnent raison. Non, mais je serais là, en fait, ce matin, et c'est pas à votre rencontre que je dis ça, je serais là à défendre le fait que le président de la République soit candidat dans un moment de tension tel que, et c'est Jean-Louis Bourlange qui le disait hier sur une radio, nous n'en avons pas connu, et Jean-Louis Bourlange sait de quoi il parle, depuis à peu près la Seconde Guerre mondiale. Président de la Commission des Affaires étrangères. Merci, pardon. Président de la Commission des Affaires étrangères et un homme d'expérience. Sauf qu'à un moment, il faudra bien qu'il se déclare. De toute façon, il y a une date butoir. Il y a une date butoir, donc ça lui a pas échappé. Mais la situation internationale, vous en doutez, Olivia Grégoire, elle ne sera pas réglée d'ici le 4 mars. Est-ce qu'à un moment, vous n'allez pas vous retrouver à défendre un président de la République candidat en train de régler une situation internationale ? C'est fort possible, parce qu'il n'est pas prévu que la crise s'arrête le 4 mars au matin, bien évidemment. Pour autant, il y a un sujet très important qui a un impact direct, on ne peut pas trop détailler, mais sur le pouvoir d'achat des Français aussi. Et puis il y a le réel. Vous savez, vous avez rappelé que j'avais eu une petite fille il y a quelques semaines. Moi, j'ai accouché à l'hôpital public. J'ai parlé avec celles qui m'ont accompagné, celles et ceux qui m'ont accompagné, des médecins, des infirmières. Je suis dans ma circonscription très souvent, dans le 15e. Personne ne m'arrête sur le marché, par exemple, pour me dire « Madame Grégoire, je suis tellement impatiente, quand est-ce que le président de la République rentre en campagne ?» Non, on m'arrête sur « Madame Grégoire, on n'en peut plus du prix de l'essence, qu'est-ce qui se passe ?» Et on va y venir, justement. On m'arrête sur Madame Grégoire, mon mari a une boîte, il trouve pas de salariés à embaucher, il a un restaurant, il a une boucherie, il trouve pas de main-d'œuvre, qu'est-ce que vous proposez ? Personne, et c'est pas un jeu de jambes que je vous fais là, mais personne ne m'a arrêté dans la vraie vie des Français de tous les jours sur quand est-ce que le président de la République sera candidat. Puisque vous en parlez, on va y venir. Plus que ça pose quand même un problème, c'est qu'à un moment, vous-même, je parle de la République En Marche, des macronistes, de la majorité, la majorité présidentielle, il faut aussi que vous soyez au clair sur les thèmes sur lesquels vous allez faire campagne. Oui. Et tant que le président n'a pas donné l'impulsion en déclarant sa candidature, mais d'abord, c'est pas parce que le président n'est pas officiellement candidat au moment où on se parle que la maison Ensemble Citoyen, majorité présidentielle, ne travaille pas. Hier soir, j'étais encore au siège d'En Marche avec Stanislas Guérini, Édouard Philippe, François Bayrou, Laurent Hénard, Franck Riester, l'ensemble des dirigeants de la majorité présidentielle. Nous travaillons. Il y a des idées qui sont posées. Il y a vous êtes vraiment prêt à rentrer en campagne ou il manque quelque chose encore ? Il manque un candidat, mais on est prêt à rentrer en campagne. Il manque le candidat. On a et l'énergie, et l'envie, et les idées. Et on va revenir sur les idées. Et les idées, c'est lesquelles, justement ? Parce qu'on se souvient que pendant la présidentielle... Il vous aura pas échappé que je ne veux pas les déflorer ce matin, vous voyez. Non, mais pendant la présidentielle, il y a eu campagne de la part de la majorité présidentielle sur ce clivage mondialiste contre patriote. Qui demeure assez vrai, d'ailleurs. La présidentielle, ça va être quoi le thème de campagne ? Je ne saurais m'exprimer sur ce que je ne maîtrise pas. Le cas échéant, je me mets en risque. Donc, il y aura plusieurs thématiques. Moi, je travaille, ça ne vous a pas échappé, à Bercy. Donc, je fais des propositions en matière économique. Il y aura des propositions, évidemment, en matière d'éducation, en matière d'environnement, en matière de santé, sur les grandes thématiques qui, accessoirement, intéressent les Français et qui, contrairement à ce que certains sur l'échiquier de l'extrême droite veulent nous faire croire, ne sont pas de façon obsessionnelle sécurité, délinquance, immigration. Vous le savez, aujourd'hui, la préoccupation première des Français, c'est le pouvoir d'achat. Je dirais que ça tombe à point nommé parce que c'est la préoccupation première de ce gouvernement depuis 2017. Ensuite, c'est la santé.
Ensuite, ce sont les questions environnementales. Sur l'ensemble de ces sujets, nous aurons des propositions, et notamment sur le domaine du pouvoir d'achat. Alors justement, le pouvoir d'achat, ça reste effectivement la préoccupation numéro 1 des Français, sauf que, vous le savez très bien, les prix du carburant continuent d'augmenter, ils battent encore de nouveaux records. Est-ce que vous pouvez continuer à dire que les mesures prises sont suffisantes et qu'il ne faut pas en prendre d'autres dans les jours prochains? Ah oui, je peux continuer à dire, en tout cas, je ne dirais pas suffisantes, elles étaient absolument nécessaires. Il y a eu un travail de fond déjà depuis 2017. Je ne vais pas égrener l'ensemble des mesures, mais quand on supprime la taxe d'habitation, quand on supprime les cotisations sociales, maladie, vieillesse sur les salaires, quand on supprime 5 milliards d'euros d'impôt sur le revenu, tout ça, c'est 25 milliards d'euros qui ont été rendus aux Français et qui leur permettent, pour une personne au SMIC par exemple, d'avoir effectivement, promesse tenue, un 13e mois à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Promesse tenue, c'était un engagement de 2017. Ce sont des grands chiffres, et effectivement, c'est un apport, mais qu'est-ce que vous dites ce matin aux Français qui vont faire leur essence et qui voient les prix augmenter du jour au jour? Si je puis me permettre, c'est important parce que cette crise, elle est là aujourd'hui, mais quand la crise se retirera, ces gains de pouvoir d'achat demeureront. Il y a ensuite la conjoncture. 15 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par ce gouvernement, pour pouvoir mettre en place le bouclier tarifaire, pour pouvoir mettre en place le chèque inflation. Je sais qu'on est assez insensible dans notre pays aux comparaisons, mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Espagne ou en Italie en matière de hausse des prix de l'énergie, et quand on regarde ce qu'a fait le gouvernement et ce qui se passe en France, on a quand même sacrément protégé le pouvoir d'achat des Français en matière d'énergie avec le bouclier tarifaire. Est-ce suffisant? J'ai envie de vous dire, pour y travailler depuis 5 ans, que c'est aussi pour ça que je l'aime, cet enjeu. C'est que ça n'est jamais suffisant, le pouvoir d'achat. C'est toujours nécessaire, mais c'est jamais suffisant. Donc il va falloir qu'on continue. Est-ce qu'on sera capable d'augmenter le pouvoir d'achat en continuant à baisser les impôts? C'est notre objectif. Le rapporteur du budget l'a encore dit il n'y a pas longtemps. Peut-être moins que nous l'avons fait pendant cette première mandature. 50 milliards d'euros rendus aux entreprises et aux ménages. Mais on continuera à le faire. Et sur les gains de pouvoir d'achat, il y a aussi le sujet de la rémunération sur lequel nous sommes nombreux à travailler. Il y a le fixe, c'est tout le travail que nous menons sur les branches. On est quand même dans un pays où vous avez de nombreuses branches, secteurs pour parler simplement, qui aujourd'hui rémunèrent en deçà du prix du SMIC le travail dans notre pays. Donc il y a un énorme travail un peu technique, mais sacrément important, mené par Elisabeth Borne, pour faire en sorte salariale, que branche par branche, domaine par domaine... Il va aboutir ce travail? Il a déjà abouti. On a des filières comme le bois, l'habillement, les volailles, qui n'avaient pas un salaire minimum au SMIC, qui aujourd'hui s'alignent sur le SMIC. On a un peu moins de 40% des branches qui respectent le salaire minimum. C'est dire qu'il y a encore 60% des branches qu'il faut emmener dans la négociation. Et ça, il faut le faire dès les premiers mois, après l'élection de 2022. Mais juste que vous nous dites, est-ce que ça c'est important, Olivier Grégoire? Vous nous dites, si Emmanuel Macron est réélu, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, mais les baisses d'impôts seront moindres que dans ce quinquennat qui vient de passer. C'est normal. 20 milliards d'euros sur la taxe d'habitation, pour tous les Français. On ne peut pas, d'un côté, nous reprocher la dette, et je ne doute pas qu'on en parle dans quelques instants, et d'un autre, ne pas considérer qu'on soit sérieux et qu'on agisse avec raison et pragmatisme. Ce qui a été fait en matière de baisse d'impôts dans ce quinquennat est historique. C'est pas pour rien qu'on retrouve un niveau d'imposition qui relève des années à peu près 2010. C'est-à-dire qu'on a rattrapé 10 ans d'augmentation d'impôts avec l'arrivée d'Emmanuel Macron et avec les baisses d'impôts qui ont eu lieu. Sur l'impôt sur les sociétés, sur la taxe d'habitation, sur l'impôt sur le revenu. Il y en aura d'autres, mais on sera obligé de faire un peu moins. En revanche, nous financerons la résorption du déficit, n'en déplaise aux esprits grincheux, ni comme Nicolas Sarkozy l'a fait, ni comme François Hollande l'a fait. C'est-à-dire que nous estimons, avec La République En Marche, qu'entre la méthode du père Fouettard, austérité, on arrête les investissements et on met en place une politique d'austérité budgétaire. Ça ne crée pas de la croissance, ça ne crée pas de l'emploi. On estime aussi que augmenter les impôts comme François Hollande l'a fait ne permet pas de soutenir la croissance. Donc nous, on a un parti pris entre le père Fouettard et entre les fous type Mélenchon, et je pèse mes mots, qui disent on n'a pas besoin de rembourser la dette, c'est de la pacotille. Nous, on est dans la raison, dans le pragmatisme. On crée de la richesse pour créer des rentrées fiscales, pour permettre de réduire le déficit public. Le meilleur remède contre la dette, c'est l'activité, c'est de créer des richesses. Jamais ce pays, depuis 15 ans, n'en a autant créé. Je sais qu'on a beaucoup de sujets graves, on a commencé avec l'Ukraine. Mais tous les jours, c'est des ouvertures de JT pendant des années où on nous a dit le chômage augmente. Tous les jours, on a entendu ça. Moi, j'ai entendu ça pendant 10 ans. Ce pays
a un taux de chômage que nous n'avons pas connu depuis à peu près 15 ans. 7%, 7,4%. Nous n'avons pas résorbé le chômage des jeunes aussi fort que nous l'avons fait depuis ces 4-5 ans pour atteindre des niveaux historiques. Tout le monde parlait apprentissage, en nous disant, vous savez, les Allemands, ils sont bien meilleurs que nous sur l'apprentissage. J'ai entendu ça 15 ans. Enfin, 700 000 apprentis. Enfin, les financements qu'on a mis sur la table payent. Donc, oui, il y a plein de raisons d'être inquiet. Oui, le pouvoir d'achat, il est directement lié au prix de l'énergie, mais ces chiffres sont quand même... Mais est-ce que ces chiffres du chômage et de la croissance qui sont bons, là aussi, c'est pas un peu des chiffres en trompe-l'œil du rattrapage des derniers mois de crise ? Je ne sais pas ce que c'est le trompe-l'œil sur les chiffres. J'ai entendu Éric Zemmour dire « mais les chiffres, c'est aléatoire » il y a quelques jours sur les plateaux. Mais alors, si même les chiffres deviennent aléatoires, je veux dire... Bon, moi je vous parle ici de chiffres qui sont partagés à quelques pourcentages près par l'ensemble des institutions publiques de l'État. Ce ne sont pas des chiffres de propagande gouvernementale, ce sont des chiffres, c'est pas ce que vous avez dit, mais ce sont des chiffres partagés. Est-ce qu'on a beaucoup investi ? Mais est-ce que c'est pas un rattrapage parce que les chiffres étaient mauvais les mois précédents Non, les chiffres n'étaient pas mauvais les mois précédents. Je rappelle que depuis 2018, je siégeais à la Commission des finances avant, ce pays est la première zone d'investissement de tous les investisseurs en Europe. Et ce, depuis avant la crise. Je rappelle, accessoirement à la droite notamment, qui nous fait des leçons sur la dette, qu'en 2018, nous avons pour la première fois eu un déficit public que nous avons su réduire en deçà des 3%, permettant, parce qu'on l'oublie aussi, de sortir la France du processus de déficit excessif, et que, avant la crise, nous avons, entre 2017 et 2019, connu un déficit public en diminution extrêmement forte. Ça veut donc dire qu'on est capable et de créer de l'emploi et de faire venir des investisseurs, tout en réduisant la fiscalité. Il y a eu un petit truc après qui s'est appelé et les gilets jaunes, mais aussi la crise du Covid. On a pris nos responsabilités, on a investi 72 milliards au moment où je vous parle, sur les 100 milliards du plan de relance. Est-ce que ça crée de l'activité ? Oui, et heureusement. Est-ce que les carnets de commandes sont pleins ? Oui, et heureusement. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le problème inverse du chômage de masse, c'est-à-dire un problème de recrutement de compétences pour répondre à cette tension économique extrêmement positive ? Oui. Donc oui, évidemment que le plan de relance a créé de l'activité. C'était aussi l'objectif. Avec un problème sur la dette. Est-ce que cette création d'activité sera suffisante pour éponger les dettes ou la dégradation des finances publiques qui a été générée au cours des 2 dernières années ? C'est l'objectif de trajectoire que nous nous sommes fixés. Sauf que la Cour des comptes a tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il faut faire 9 milliards d'euros d'économies par an pour rétablir les comptes. Enfin, il y a quand même... Je n'ai pas lu l'intégralité des 700 pages. Alors... 2-3 choses. La Cour des comptes, moi j'ai lu, j'ai survolé, parce que ça fait 792 pages je crois, mais j'ai lu les principales conclusions et j'ai écouté avec attention son président. Chacun est dans son rôle déjà. Quand on vient de la Commission des finances, on est habitué à recevoir le président de la Cour des comptes qui nous fait état de son analyse et de l'analyse de la Cour des comptes. Ce sont toujours des analyses a posteriori, ça n'a échappé à personne. Quand vous êtes en mars 2020, que vous avez une tension incommensurable dans les hôpitaux, que la France est, comme les autres pays d'Europe, en shutdown, qu'il faut fermer les boutiques, qu'il faut fermer les commerces, qu'on met en place le chômage partiel pour que les gens aient leur salaire à la fin du mois, etc. Étant à Bercy, j'ai pu observer ça de très près aux côtés de Bruno Le Maire. On est là dans l'action. Donc nous avons pris nos mesures. A posteriori, la Cour des comptes juge ce qui a été fait. C'est son rôle, mais quand vous avez les mains dans l'urgence... Non mais imaginez 2 secondes que je sois venu ici en mars 2020 en disant là on va pas trop bouger parce que vous comprenez, ils disent par exemple sur les stations de ski, parce que je l'ai lu le rapport, stations de ski, on a déclenché trop vite et trop d'argent pour les stations de ski. Mais allez dire ça... Et mal ciblé. Ouais. Ah bah bien sûr, allez dire ça aujourd'hui à celles et ceux qui se débattent pour faire en sorte que les stations de ski survivent. Non mais ceci dit, la Cour des comptes, elle juge pas si négativement que ça le quoi qu'il en coûte. En revanche, elle dit le problème de la dette, c'est pas uniquement le quoi qu'il en coûte, c'est pas uniquement la crise, il y a aussi un problème de réforme structurelle. Oui, mais ça, rien de neuf sous le soleil. Enfin, moi aussi, je veux bien aller à la Cour des comptes et je peux vous écrire le rapport dans 5 ans en disant qu'il y aura des problèmes de réforme structurelle. Ça veut dire qu'on change rien ? Mais si. D'ailleurs, on a même essayé. Vous vous rappelez, on a essayé la réforme des retraites. On avait un climat social qui était complexe et peut-être une réforme comme l'a dit le président, à amender ou à changer pour qu'elle soit plus acceptable, mieux comprise. Et donc, comme des gens assez pragmatiques, devant le rejet de l'opinion et le refus de cette réforme, on a repris nos travaux. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de les remettre sur la table en 2022 ? Si, et nous le ferons. Mais sur les 9 milliards, vous dites quoi ? Chacun est dans son rôle, on n'a pas à faire 9 milliards d'économies, ou oui, on va tout faire pour faire ces 9 milliards d'économies. Non, mais on a beaucoup plus que 9 milliards
milliards d'économies en réalité à faire si on veut remonter le déficit public. Donc oui, il faut des réformes structurelles. Et lesquelles? C'est quoi la priorité? Une des priorités, c'est évidemment la réforme des retraites. Mais quand vous lisez... Quelle réforme des retraites? Pas la même que celle de 2017? Non, pas exactement la même. Nous la reprendrons. Et je laisse au président de la République et au prochain Premier ministre la possibilité de la détailler. Mais vous savez, je pense qu'on n'a jamais réformé ce pays autant que nous l'avons réformé en 5 ans. Une des choses qui me frappe beaucoup, et c'est pas pour avoir un mot comme ça désagréable, c'est à quel point je n'entends aucune perspective nouvelle ou innovante de la part des oppositions. J'ai lu et je lis avec attention le programme des oppositions. Que dit par exemple Valérie Pécresse? Il faut accentuer la réforme des assurances chômage. Merci, accentuer des réformes que nous avons eu le courage de mener et sur lesquelles, d'ailleurs, sur tous les plateaux télé, les LR nous cassaient du sucre sur le dos. Il faut faire la réforme des retraites. Merci, on a essayé de la faire. Il faut baisser le coût du travail. C'est peut-être ça qu'elle vous reproche. Ah oui, mais enfin, il ne m'a pas échappé qu'en 2011, elle était à la manœuvre et qu'elle n'a pas forcément réussi spécifiquement. Donc, il y a plusieurs gouvernements qui ont essayé de façon très paramétrique de changer. Nous, on a un courage qui est de changer le structurel, le fond de notre système, et pas uniquement de jouer sur la durée de cotisation ou le niveau des pensions. C'est un peu plus compliqué. Bon, mais est-ce que vous irez jusqu'à repousser clairement l'âge de départ à la retraite? Est-ce que vous dites on n'y coupera pas dans le prochain quinquennat? Mais ça fera partie des propositions qui seront certainement sur la table. Et l'ensemble aujourd'hui des acteurs politiques le savent. Et les Français l'entendent aussi. Pas l'ensemble, il y a des candidats qui disent par exemple qu'il faut revenir à une retraite à 60 ans. Oui, ces candidats-là, pour moi, ont des programmes économiques qui sont infaisables, injouables, intenables. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Dernière question, Stéphane. Dernière question, après la présidentielle, quel qu'en soit le résultat, est-ce que vous serez vous-même à nouveau candidate aux législatives? Oui, cette question est plus facile. Oui. Ça a le mérite de la clarté, toujours dans la même circonscription que j'aime, la 12e de Paris, 15e Nord, 7e Sud. Et j'aurai à cœur de promouvoir, bien sûr, le bilan du président de la République, mais aussi mon propre bilan, la loi Pacte, des propositions en matière de généralisation de la participation, mon travail engagé et acharné au service d'une économie plus responsable, comme je vais le porter jeudi à Bruxelles, à l'Europe, puisque nous avançons. Et c'est avec... force et honneur que j'irai demander la confiance des électeurs en juin prochain pour un second mandat. Merci beaucoup. Merci Olivia Grégoire d'être revenu nous voir sur ce plateau. C'était un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Pareillement.